soir en plein cœur de Paris, à l'angle entre l'avenue Faidherbe et l'avenue Charonne. Cela s'est produit sur la terrasse d'un restaurant. Ça va avoir le mal, hein. Ça va avoir le plus pire de mon crayat. Le gentil, c'est la fille et le méchant, c'est le dragon. Ils se battent parce qu'ils voulaient avoir un château et comme ils se bagarraient, ils ont fait un combat. Pendant longtemps, voilà, on a méprisé les enfants, on a considéré que tout ce qu'ils apprenaient ou tout ce dont ils avaient conscience, c'était un peu comme nous en moins bien. Alors que eux ont quelque chose de singulier qu'on peut appeler une espèce de conscience primitive. En fait, imagine, il y a quelqu'un ici. Par exemple, je me dis, viens m'aider. Et après, il ne vient pas m'aider. Et pour moi, c'est ça la méchanceté. Là, quelqu'un qui est méchant, c'est celui-là qui n'est pas intelligent. Les gens qui font mal. Quelqu'un, par exemple, une fois, il m'a mordu. Des fois, quand il y a des filles, elles jouent déjà. Et il y en a une qui fait casser la tête. Comme ça. Comme ça. Et après, je joue qu'elle est morte. Les ninjas peuvent faire du mal. Parce que moi, je sais faire. Mais le truc, par exemple, imagine que là, quelqu'un ici, mais le pied comme ça, en sautant, je sais pas le faire, ça. En fait, là, il y a deux pieds comme ça, deux pieds. Et après, il se met comme ça sur la pointe des pieds. En philosophie, quelqu'un comme Merleau-Ponty s'intéresse beaucoup à la conscience des enfants, à la psychologie des enfants, et il va jusqu'à faire un cours à la Sorbonne, un cours sur la psychologie de l'enfant pendant plusieurs années, autour des années 50. Donc c'est quelque chose qui a un grand intérêt. Vendredi, demain, il n'y a pas classe. J'aurais dû l'écrire en vert, celui-là. Parce que c'est en fait l'armistice. L'armistice, c'était la fin de la guerre et du coup, il n'y a pas de classe. Pour se souvenir de ça. Pourquoi il y a la guerre ? Il n'y a pas la guerre, qu'est-ce que je viens de dire? Que c'était pour se souvenir. C'est comme une fête. C'est comme une fête, exactement. Que c'est fini. Donc j'ai une classe de grande section, ce sont des enfants qui ont entre 4 et 5 ans, ils sont 25 et nous nous sommes posé le problème des exercices de confinement suite aux attentats qu'il y a eu en novembre dernier et puis tout l'été. Et nous nous sommes d'abord réunis de façon un peu dépitée d'être obligés de thématiser une telle éventualité. Et ensuite, avec des enfants petits, s'est posé le problème de la présentation de l'événement à ces enfants-là sans les effrayer. Donc du coup, moi j'ai pris le parti de leur poser la question de savoir quand est-ce qu'il ne faut pas faire de bruit. Alors ils m'ont tous répondu quand un enfant dort, quand la maîtresse lit un livre. Et ensuite, je les ai amenés petit à petit à penser au jeu de cache-cache où on doit se cacher et ne pas faire de bruit pour ne pas être trouvé. Et là-dessus, je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, on va faire un exercice comme les exercices que l'on fait pour l'incendie, où on sort tous dans la cour, sauf que là, cet exercice, c'est au cas où quelqu'un entre dans l'école, qui ne doit pas entrer et qu'il y entre quand même. Alors, je ne leur ai pas parlé ni évidemment de terroristes, ni de gens méchants, enfin, je ne voulais pas les effrayer, mais d'un autre côté, je ne leur ai pas dit non plus qu'on allait faire un jeu. Je voulais vraiment que ça ait le sens pour eux d'un exercice, comme on fait des exercices incendies, que ce soit sérieux, mais sans les effrayer non plus. Donc je leur ai dit, Madame la directrice va passer dans les couloirs et le but du jeu, c'est qu'elle va nous donner un signal et à ce signal, qui est un SMS sur mon téléphone, je leur ai expliqué, je fermerai les portes et on s'assera et on ne fera plus de bruit du tout pendant 5 minutes, le temps que Madame la directrice passe dans les couloirs et elle va essayer de voir si elle nous entend. Elle va essayer d'entrer dans la classe, mais nous on ne va pas faire de bruit. Ni en parlant, ni en faisant du bruit avec nos pieds. Si on doit tousser, on va mettre sa bouche dans nos bras pour éviter de faire de bruit. Et écoutez, ça a vraiment très bien marché. Manifestement, il n'y a pas eu de retour du tout des enfants à la maison. Il n'y en a aucun on a testé
On a demandé au conseil d'école aux parents et aucun ne nous a dit que les enfants avaient fait un rendu de cette expérience. Donc je pense que ça ne les a pas traumatisés. Ça a plutôt bien marché. Et donc le deuxième, il faudra on est obligé d'en faire 3 dans l'année. Et donc le deuxième, on va essayer de faire la même chose, peut-être en essayant, pour le coup, là, de se cacher un peu. On va voir. Est-ce que vous vous souvenez, les enfants, quand on a fait l'exercice où il ne fallait pas faire de bruit et qu'il y avait le directeur de l'école élémentaire? Si, voilà, vous vous souvenez? Tu seras plus fort avec moi et mon équipe. Je vais mettre tes coups de pied, tes griffes. Mais il est mort. Ah, c'est pour moi. Et moi, il fait attraper son petite porte après, mais attaquer la porte. Il savait que le soir, quand je vais goûter, papa, on va faire ça dans la cour. En tant que, peut-être pas philosophe, mais prof de philo, j'aurais tendance à dire que l'enfant comme l'adulte est face à une situation qui l'inquiète, qui l'angoisse terriblement, parce que le parent, en fait, pour une fois, c'est ça qui est inédit dans ces situations de terrorisme, c'est que le parent est lui-même entièrement débordé par quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Je suis le papa d'une petite fille donc d'Adna qui avait 4 ans et demi, quelque chose comme ça, quand il y a eu les attentats. Moi j'ai surtout essayé d'en dire le moins possible, voilà, c'est ce que je me suis dit. Et ensuite la deuxième chose c'est de la protéger le plus possible concernant les informations, la télé, la radio, pour qu'elle entende le moins de mots possible qui puissent la perturber et qui puissent lui poser un problème et qu'elle ne comprenne pas. Alors, en me disant que si jamais elle entend quelque chose, par contre, ne pas m'interdire de discuter avec elle, au contraire, que si elle a des questions... mais c'est pas évident parce qu'on ne sait pas ce qu'elle entend et puis on ne sait pas si spontanément elle va dire des choses ou pas, poser les bonnes questions ou poser des questions. Pour rassurer l'enfant et pour simplement le faire advenir à un autre ordre, qui est l'ordre de la culture, qui est l'ordre du langage, qui est l'ordre de la représentation, il faut mettre des mots sur ce qu'on ressent, soit comme adulte et lui comme enfant, ou le faire parler de cela. Néanmoins, il faut trouver les mots justes. C'est quoi quelqu'un de gentil pour toi? Et de méchant, c'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de méchants dans le monde? Est-ce que tu as peur des méchants? Je peux raconter cette anecdote. Mon fils de l'année dernière avait 4 ans à l'époque et j'ai essayé de mettre des mots justes. Et on va voir qu'en fait, j'ai mis des mots très faux qui n'allaient pas du tout. J'ai essayé de lui expliquer que des messieurs remplis de haine avaient tiré sur des gens dans la rue, dans les cafés. Et je lui ai dit ça non pas pour devancer son inquiétude, mais parce que je savais qu'il me savait inquiète et que son paysage de tous les jours avait changé puisqu'il y avait des hommes en armes, puisqu'il y avait le plan Vigipirate très très fort qui était instauré, qu'on ne pouvait plus passer par le parc qu'on a l'habitude de passer pour aller à l'école, etc. Donc son quotidien, son univers proche avait changé et c'est que dans cette mesure qu'il était important de lui parler. C'est pas lui parler du monde entier, c'est trop abstrait pour lui, bien sûr. Le mot de terrorisme ne signifie absolument rien pour lui. En tant que tel, même, il serait à interroger ce mot de terrorisme. Hein. J'ai essayé de trouver des mots. Cette histoire d'homme rempli de haine est déjà trop abstraite pour un enfant de 4 ans. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'âge pour percevoir ce que c'est que la haine en général. Et du coup, il a écouté sagement. Il n'a pas dit grand-chose. Mais plusieurs jours plus tard, parce que les enfants, c'est comme ça, hein, ça a l'esprit un peu d'escalier, parce que je pense qu'en fait, il y a une incubation du langage qui se fait au fil du temps. Plusieurs jours plus tard, il m'a dit « Mais pourquoi ils avaient des haines? Pourquoi ils étaient remplis avec des haines, les messieurs ?» Parce que
N pour lui, c'était la lettre N. Pourquoi il n'y avait pas des A ou des B? C'est plus facile. Est-ce qu'il y a beaucoup de méchants dans le monde? Bah, je sais pas s'il y en a beaucoup, en tout cas il y en a. Il y a toujours des gens gentils et des méchants. Je sais pas si on pourra un jour changer ça. Plus de gentils que de méchants dans le monde. En réalité. Par exemple, il se sacrifie à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il sauve le monde. Mais quand il est déjà mort, ça veut dire qu'il ne peut plus sauver le monde et quelqu'un doit le remplacer. J'ai déjà vu pas beaucoup, moi, alors c'est pour ça que je sais qu'il y a plus de gentils que méchants.